Bonjour, ici Sophia et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Je m'appelle Thea Dixon. J'ai 29 ans. Samedi dernier, j'ai conduit 4 heures jusqu'à la maison familiale pour un dîner. Je n'avais même pas posé mon sac que mon père m'a fourré une pile d'assiettes dans les mains. La petite amie de ton frère arrive bientôt, a-t-il dit. Ne gâche pas tout. Je suis restée dans le couloir, serrant sa belle porcelaine contre moi, sans prononcer un mot. J'ai appris que dans cette maison, les mots ne servent à rien. Du moins pas les miens. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Une femme est entrée en riant de quelque chose que mon frère avait dit. Elle s'est retournée, son regard s'est posé sur moi et elle s'est figée sur le seuil. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout ce que je croyais sur ma place dans cette famille. Avant de revenir à cette soirée, prenez un instant pour liker et vous abonner et notez votre localisation et votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, remontons 3 jours avant ce dîner. L'appel téléphonique qui a tout déclenché. C'est mercredi soir. Je suis assise par terre dans la salle de rééducation du Riverside Community Hospital, en train de décoller des autocollants de dinosaures de mon pantalon d'uniforme. Mon dernier patient, un garçon de 5 ans prénommé Marcus, atteint de paralysie cérébrale, vient de passer 45 minutes à apprendre à saisir une cuillère en plastique. Il a ri 2 fois. C'est un progrès. C'est une bonne journée. Mon téléphone vibre sur le banc. Papa. J'hésite à laisser sonner, mais je pense à maman et je décroche. Théa, non. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Garrett amène sa copine samedi. Il faut que tu sois là à 4 heures pour aider à tout préparer. Je ferme les yeux. Papa, c'est 4 heures de route. J'ai un patient jusqu'à 2 heures. Alors pars plus tôt. C'est important. J'ai envie de dire que Marcus aussi est important, qu'il apprend à manger seul pour la première fois. Qu'annuler sa séance signifie la repousser à la semaine suivante, ce qui veut dire que sa mère passera 7 jours de plus à lui donner de la compote à la cuillère pendant qu'il pleure parce qu'il veut le faire lui-même. Mais j'ai déjà eu cette conversation. Elle finit toujours pareil. Je serai là, je réponds. Bien. Les belles assiettes sont dans un carton au garage. Sors-les et lave-les. Il raccroche. Ne demande pas comment s'est passée ma journée. Ne demande rien du tout. Je reste assise dans la salle vide, téléphone à la main, et je pense à ma mère. Elle est morte il y a 3 ans, cancer du pancréas, rapide et sans pitié. Les derniers mots qu'elle m'a dit, sa main fine comme du papier dans la mienne, étaient « Garde cette famille unie, Théa ». C'est la seule raison pour laquelle je fais encore cette route. Pas pour mon père, pour une promesse faite à une femme qui serait horrifiée par ce qu'est devenue sa famille. Il faut que j'explique certaines choses sur ma famille. Mon père, Richard Dixon, a entraîné l'équipe de football américain du lycée Jefferson High pendant 30 ans. Entraîneur principal, 2 demi-finales d'État. Dans notre ville, ça comptait. Les hommes lui offraient des bières à la quincaillerie. Des parents donnaient à leurs chiens des noms tirés de ces schémas de jeu. Quand il a pris sa retraite il y a 5 ans, le journal local a mis sa photo en première page. Coach Dixon, bras croisés, sifflet autour du cou, souriant comme un homme qui avait conquis quelque chose. Et puis, c'était fini. Plus de matchs du vendredi soir sous les projecteurs, plus de coach. Juste Richard dans son fauteuil, scrollant ESPN, attendant que quelqu'un le fasse se sentir important à nouveau. Ce quelqu'un, c'est mon frère Garrett. Il a 32 ans, représentant commercial régional pour une entreprise d'équipement médical. Il se débrouille bien, il conclut des contrats, atteint ses objectifs, gagne correctement sa vie. Mais à entendre mon père, on croirait qu'il a négocié la paix au Moyen-Orient. Voici le tableau des scores. Parce que mon père tient toujours les comptes. Ma cérémonie de remise de diplôme du programme DPT, doctorat en kinésithérapie. 3 ans d'études supérieures, des stages cliniques qui me faisaient dormir dans ma voiture entre les gardes. Mon père est arrivé avec 40 minutes de retard, s'est assis au dernier rang et a passé la cérémonie sur son téléphone. Après, il a dit « Alors, t'as fini les études ?»« Bien. » 2 mois plus tard, Garrett a signé son premier contrat régional.
Mon père a organisé un barbecue dans le jardin, invité les voisins, enfilé un tablier papa fier qu'il n'avait jamais mis pour moi. Au dernier Thanksgiving, j'ai cuisiné le menu entier de maman de mémoire. Le pain de maïs, le gratin de patates douces, la saumure pour la dinde, exactement comme elle me l'avait appris. Personne n'en a parlé. Puis Gareth est entré avec une bouteille de vin à 30 $, et mon père l'a brandi comme un trophée. Ça, c'est mon fils. Mon père ne me voit pas. Il voit une paire de mains qui lui rappelle ma mère. Samedi matin. Je suis à l'hôpital tôt, en train de finir les notes sur mes patients avant la route. Le service de rééducation est silencieux. Juste le bourdonnement des néons et la légère odeur de désinfectant que j'ai cessé de remarquer depuis des années. Priya, ma collègue, s'appuie contre le chambranle de la salle de documentation. Encore un dîner de famille? Oui. Tu reviens toujours avec une tête de déterré. Je n'ai même pas de chien qu'on aurait pu écraser. C'est bien ce que je dis. Même un chien recevrait plus de reconnaissance. Je ris, mais elle a raison. En sortant, je longe le mur des premiers pas, un panneau de liège dans le couloir couvert de photos de nos patients, faisant leurs premiers pas autonomes après la rééducation. Certains se tiennent debout avec des déambulateurs, d'autres agrippent la main d'un parent. Quelques-uns sont saisis en pleine foulée, dans cette fraction de seconde entre la chute et l'envol. Il y en a une près du centre qui attire toujours mon regard. Une fillette, 7 ans peut-être, avec une cascade de cheveux roux et des taches de rousseur sur le nez. Elle rayonne, les 2 mains serrées sur une paire de béquilles, un pied levé en plein pas comme si elle allait se mettre à courir. Je suis agenouillée à côté d'elle sur la photo, une main dans son dos, souriant si largement qu'on ne voit presque plus mes yeux. Lily Brennan. Fracture du bassin et lésion légère de la moelle épinière après un accident de vélo. Un camion de livraison avait tourné à droite sans la voir. 14 mois de rééducation. Elle appelait les barres parallèles, les ponts qui font peur, et refusait de les toucher pendant les 3 premières séances. Aujourd'hui, elle marche toute seule. Je prends mon sac, vérifie mes clés et prends la route. 4 heures jusqu'à la maison de mon père. J'ai fait ce trajet 11 fois depuis la mort de maman. 11 dîners, 11 tournées de vaisselle des belles assiettes, assise dans mon coin, pendant que mon père parle de Gareth. Le GPS annonce une arrivée à 16 heures, pile à l'heure pour commencer les préparatifs. Je me gare dans l'allée à 16h04. Le pick-up de Gareth est déjà là, garé en plein milieu, évidemment. Et je dois caler ma Civic contre la boîte aux lettres. La maison n'a pas changé. Même volet marron, même balancelle sur la véranda que maman avait dénichée dans une brocante à Fredericksburg. Même paillasson marqué « Les Dixon » dans une police qu'elle trouvait charmante. Je saisis mon sac de nuit et entre. Papa est dans la cuisine, alignant des bouteilles de bière artisanale sur le comptoir comme un étalage de salon professionnel. Il pointe les escaliers sans lever les yeux. « Ta chambre est libre, change-toi et viens aider. » Ma chambre. Je monte les marches, pousse la porte et m'arrête net. Le lit est encore là, dépouillé jusqu'au matelas, sans drap. Mais tout le reste a changé. L'étagère de maman, celle qu'elle avait depuis la fac, celle qui portait sa collection de papillons en verre, 23, rassemblés dans des brocantes à travers la Virginie pendant 15 ans, a disparu. À sa place, un écran plat de 65 pouces fixé au mur, un fauteuil en cuir, une boîte à pêche et 3 cannes à pêche appuyées dans le coin. Il transforme ma chambre en caverne d'homme. J'ouvre le tiroir de la commode où maman rangeait les papillons quand elle faisait la poussière. Vide. Je redescends. « Papa, où sont les papillons de maman ?» Il ne lève pas les yeux de ses bouteilles. J'ai emballé ses bibelots. Il prenait en la poussière. Bibelot. Voilà le mot qu'il utilise pour 23 ans de bonheur de ma mère. Où est le carton? Quelque part au garage. Pour le vide-grenier du week-end prochain. Le vide-grenier. Il va les vendre. Les papillons en verre de ma mère dans un carton coincé entre de vieux clubs de golf et un aspirateur cassé, étiqueté 1 $ pièce. J'ouvre la bouche pour dire quelque chose, puis j'entends le rire de Gareth depuis le salon, et je ravale tout.
Les invités arrivent vers 17h30. Grand-mère Margot d'abord, poussée dans son fauteuil roulant par tante June, la sœur cadette de maman. Grand-mère a 82 ans, le regard vif, mais l'ouïe faible. Elle me serre la main à la porte, comme pour vérifier que je suis bien réelle. Tante June me prend dans ses bras un battement trop long, le genre d'étreinte qui dit « je sais ». Puis les Patterson, Bill et Donna, voisins depuis 20 ans. Le couple qui apportait des plats cuisinés tous les jours pendant 1 mois après l'enterrement de maman. Ils demandent encore de mes nouvelles avec une vraie chaleur, ce qui est plus que je ne peux dire de l'homme qui m'a élevée. Papa aligne tout le monde dans le salon comme avant un match. Il tape sur l'épaule de Garrett et se tourne vers les Patterson. « Vous connaissez mon fils. Représentant commercial régional maintenant, vient de signer un contrat avec 3 hôpitaux dans l'État. » Il sourit, se balançant sur ses talons. Tel père, tel fils. Puis il jette un coup d'œil vers moi. Je suis debout près de la table, avec une pile de serviettes. Et voici Théa. Elle fait du bénévolat dans un hôpital à Richmond. Bill Patterson penche la tête. Ah, genre lire des histoires aux enfants? Mon père acquiesce. Quelque chose comme ça. Je ne le corrige pas. Je l'ai corrigé 7 fois en 3 ans. À chaque fois, il sort la même réplique. Au bout d'un moment, on arrête de frapper une balle qu'on s'est tordue d'avance. Tante June croise mon regard de l'autre côté de la pièce, les lèvres serrées. Elle me regarde comme maman le faisait, avec des excuses qu'elle ne sait pas formuler à voix haute. Garrett sert du vin à papa. Il a entendu chaque mot. Il sait que je ne suis pas bénévole. Il sait parfaitement ce que je fais. Il verse un 2e verre et le tend à papa, sans me regarder. Quelque chose comme ça, répète papa en me faisant signe vers la cuisine. Va vérifier le four. La cuisine sent l'ail rôti et le romarin. Je suis là depuis 40 minutes, à surveiller le rôti, couper le pain, disposer des bruschettas sur un plat que maman avait acheté à une foire artisanale à Charlottesville. Le plat a un petit éclat sur le bord. Je le tiens toujours de ce côté-là pour que personne ne le voie. Garrett entre chercher une bouteille d'eau gazeuse au réfrigérateur. Je ne me retourne pas. Tu aurais pu le corriger, je dis. Tu sais ce que je fais. Il dévisse le bouchon, prend une gorgée. Allez, Théa, commence pas. Pas ce soir. Je ne commence rien. Je te demande de prononcer une seule phrase vraie à mon sujet. Il s'adosse au comptoir, bras croisés. L'espace d'une seconde, il ressemble trait pour trait à papa. La posture, l'angle de la mâchoire, cette façon d'occuper l'espace comme si la pièce lui devait un loyer. Il est juste fier de moi. C'est pas contre toi. Je laisse ces mots atterrir. Il ne les entend pas. Mais moi si. C'est pas contre toi. Dans cette maison, rien ne l'est jamais. Garrett, tu vends du matériel au service de rééducation. Tu as traversé des salles de kiné. Tu sais que ce que je fais n'est pas du bénévolat. Il ouvre la bouche, mais la sonnette le coupe net. La voix de papa tonne depuis le salon. Ça doit être elle. Théa, apporte les amuse-bouches. Je regarde le plat de bruschetta, puis Garrett, puis la porte. Il hausse les épaules. On peut juste passer une bonne soirée, d'accord? Je prends le plat. Éclat vers moi, joli côté vers l'extérieur. Je redresse les épaules. Je me dirige vers l'entrée, portant un plateau de nourriture et une décision que je n'ai pas encore prise. La porte s'ouvre. Elle est grande, plus grande que je ne m'y attendais. Cheveux bruns rassemblés en chignon bas, robe portefeuille vert olive, une bouteille de vin dans une main et un sourire qui monte jusqu'aux yeux. Elle a l'air gentille. Elle a l'air de quelqu'un qui rit facilement. Garrett me dépasse et passe son bras autour d'elle. Tout le monde, voici clair. Papa traverse la pièce en 2 enjambées, main tendue. Bienvenue, bienvenue. On a tellement entendu parler de toi. Claire lui serre la main chaleureusement, dit quelque chose de poli sur la maison, sur l'odeur du dîner. Elle se tourne vers grand-mère Margot, se penche, se présente au bon volume. Assez fort pour les appareils auditifs, assez doux pour ne pas embarrasser. Elle est douée avec les gens. Ça se voit immédiatement.
Puis, elle se tourne vers moi. Je suis à 1 mètre d'elle, tenant le plat de bruschetta, portant le vieux tablier de maman avec la fleur sur la manche. Je dois ressembler exactement à ce que mon père a présenté. Le personnel de maison. Le regard de Claire trouve mon visage. Son sourire tombe. Pas de façon impolie, pas comme si elle était contrariée. Plutôt comme si quelqu'un venait de lui couper le souffle d'un coup. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Son menton recule d'une fraction. La bouteille de vin s'incline légèrement et Gareth avance la main pour la stabiliser. « Ça va, chérie ?» Elle ne lui répond pas. Elle me fixe. Et je la fixe en retour, parce que je connais ce visage. Je le connais du couloir devant la salle de thérapie numéro 3. Cette femme assise sur une chaise en plastique tous les mardis et jeudis, un livre de poche sur les genoux, parfois en train de lire, parfois le regard perdu dans le vide, parfois pleurant si silencieusement que les seuls signes étaient les taches d'humidité sur son jean. « Théa », souffle-t-elle. La pièce se fige. Papa fronce les sourcils. Gareth regarde l'une puis l'autre. « Théa », dit papa, « reste pas plantée là. Propose-lui quelque chose. » On passe à table. Papa a organisé le placement. Gareth et Claire à sa droite, au plus près du bout de table. Moi tout à gauche, à côté de grand-mère Margot et en face de Donna Patterson. Le rôti a bonne allure. J'y ai passé 2 heures. Je l'ai fait mariner comme ma maman me l'avait appris. Vinaigre de cidre et thym frais. Personne ne commente la nourriture. Personne ne le fait jamais. Papa se cale dans sa chaise, un bras drapé sur le dossier de celle de Gareth, comme posant pour un portrait de famille. « Alors, Claire, ce garçon-là. » Il tape sur l'épaule de Gareth. « Représentant commercial régional. Vient de décrocher un contrat avec 3 hôpitaux le trimestre dernier. Dis-lui les chiffres, Gareth. » Gareth débite des chiffres. Unité, marge, territoire. Claire hoche la tête, mais ses yeux dérivent sans cesse vers moi. Je le sens de l'autre côté de la table, comme on sent un regard posé sur soi à travers une vitre. Papa continue. « Tel père, tel fils. Je disais toujours à mes gars sur le terrain, conclu à chaque action. » Gareth a pris ça à cœur. Claire pose sa fourchette. « Et toi, Théa, tu fais quoi ?» Quelque chose se déplace à la table. Pas physiquement. Personne ne bouge, mais l'air change. C'est la question polie que pose chaque nouvel invité. La question à laquelle mon père répond avant moi. « Elle aide dans un hôpital ?» dit papa. « Bénévolat. » Les sourcils de Claire se froncent. Elle me regarde. Je lui adresse un mince sourire, celui qui dit « laisse tomber » et tend la main vers la corbeille à pain. « Quel genre de bénévolat ?» demande Claire. Sa voix est posée, presque délibérée. Papa balaie d'un geste. « Gareth, raconte à Claire la partie de pêche avec oncle Roy. » Le sujet change, comme ça. Ma carrière expédiée en moins de 10 secondes, remplacée par une histoire de bar géant. Sous la table, Claire plie sa serviette sur ses genoux et presse son poing contre sa cuisse. Elle se penche légèrement vers moi et dit très bas. « J'aimerais beaucoup entendre parler de ton travail plus tard. » J'acquiesce. Je ne fais pas confiance à ma voix en cet instant. Le repas suit son cours. Papa raconte encore 3 histoires sur Gareth. Quarterback au lycée. Mention honorable au niveau de l'État. Le touchdown qui a scellé le match de homecoming en première. Chacune est polie par la répétition, livrée avec les mêmes gestes, les mêmes poses calculées. Il a coaché ses récits toute sa vie. Bill Patterson se tourne vers moi entre 2 bouchées. « Théa, tu faisais du sport aussi ?» Papa rit. Théa était plutôt du genre rat de bibliothèque, toujours le nez dans un bouquin. J'étais aussi la gamine qui passait ses samedis matins bénévoles au camp de sport, adapté à 3 villes de là, parce que je voulais comprendre pourquoi certains enfants ne pouvaient pas lancer une balle. J'avais 14 ans, mais ça ne rentre pas dans le palmarès. Au milieu du plat principal, je me lève pour débarrasser les assiettes d'entrée. Personne d'autre ne bouge. Gareth tend la main vers son verre. Papa continue de parler. Les Patterson sourient poliment, inconscients qu'ils assistent à une représentation. Tante June repousse sa chaise. « Ma chérie,
Assieds-toi. Je vais t'aider. Papa secoue la tête. June, tu es une invitée. Théa s'en occupe. June me regarde. Je la regarde. Toute une conversation tient dans cet échange de regards. 3 ans de conversation. Mais elle se rassoit, parce que c'est ce qu'on fait dans la maison de Richard Dixon. On s'assoit quand il le dit. J'emporte les assiettes à la cuisine. Quand je reviens, Claire m'observe. Pas avec de la pitié, quelque chose de plus aiguisé. Elle repère le schéma. Qui s'assoit, qui sert, qui est présenté, qui est effacé. Pour la première fois, la honte que je ressens ne concerne pas mon père. Elle concerne le fait d'être vue, qu'une étrangère assiste à tout cela en temps réel et perçoive exactement à quel point je me suis rapetissée dans cette maison. Je me rassieds. Claire ne détourne pas le regard. Le dessert arrive, une tarte achetée en boulangerie dont papa s'attribue le mérite du choix. J'apporte les assiettes. Je sers le café. Je passe plus de temps debout qu'assise. Claire attend que je me rassoie. Puis elle repose sa tasse sur la soucoupe, redresse les épaules et me regarde droit dans les yeux. Théa, il faut que je demande, tu travailles où exactement? Dans quel hôpital? Le silence tombe sur la table. Pas un silence tendu, juste cette pause quand quelqu'un pose une question de suivi à laquelle personne ne s'attendait. Riverside Community, je réponds. À Richmond. La main de Claire se fige à mi-chemin du sucrier. Riverside. Le service de rééducation pédiatrique? Oui. Le silence s'épaissit. Papa regarde Claire avec un léger froncement, comme si elle venait de changer la tactique sans son accord. Claire se tourne vers Garrett. Sa voix est calme, mais un fil d'acier court en dessous. Tu ne m'as jamais dit que ta sœur travaille à Riverside. Garrett remue. Enfin, j'ai mentionné qu'elle travaille dans un hôpital. Tu m'as dit qu'elle fait du bénévolat. Il ne répond pas. Il saisit sa fourchette, réalise qu'il n'y a plus rien à manger et la repose. Papa s'éclaircit la gorge. Claire, je te resserre du vin? Elle l'ignore. Elle fixe toujours Garrett, puis se retourne vers moi, et quelque chose dans son visage se brise. Reconnaissance, chagrin et gratitude. Tout à la fois, s'entrechoquant derrière ses yeux. Il faut que je vous dise quelque chose, déclare-t-elle. Grand-mère Margot porte la main à son oreille. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite? Bill Patterson se recule. Donna joint les mains. Tante June agrippe le bord de la table. Mon père pose sa fourchette. Et pour la première fois de la soirée, il n'a pas de discours prêt. Là, avec tous les regards braqués sur Claire, j'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Je ne savais pas si ça changerait quelque chose ou empirerait tout. Si vous avez déjà été assis à une table où personne ne vous voit vraiment, où votre nom n'est qu'un espace réservé, appuyez sur j'aime et abonnez-vous, parce que ce que Claire a dit ensuite, je n'arrive toujours pas à en parler sans que ma voix se brise. Je continue. Claire prend une inspiration. Elle ne regarde plus mon père. Elle regarde ses mains posées sur la table. Quand elle commence à parler, sa voix a cette régularité soigneuse, répétée, de quelqu'un qui a suffisamment apprivoisé le chagrin pour pouvoir parler à travers. Il y a 2 ans, ma petite sœur Lily a été renversée par un camion de livraison alors qu'elle faisait du vélo. Elle avait 6 ans. Donna Patterson plaque sa main sur sa bouche. Bill repose son café. Elle s'est fracturé le bassin. L'impact a comprimé une partie du bas de la colonne vertébrale. Les médecins ont dit qu'elle ne marcherait peut-être plus jamais normalement. Ils utilisaient des mots comme déficience significative et difficulté de mobilité à long terme. Mes parents ont entendu chacun de ces mots, assis dans un couloir qui sentait la cire. Elle marque une pause, avale sa salive. Ma mère a arrêté de dormir. Mon père a arrêté de parler. J'étais en première année d'enseignement en CE1 et je descendais chaque mardi et jeudi pour m'asseoir devant la salle de rééducation pendant que Lily hurlait pendant ses exercices. Papa change de position sur sa chaise. Il affiche son visage compatissant, celui qu'il utilise aux enterrements et aux réunions parents-prof.
C'est terrible, Claire. Dieu merci. Elle va bien. Claire relève la tête. Elle va bien grâce à une seule personne. La table se pétrifie. Je sens mon pouls dans le bout de mes doigts, pressé contre le bord de la tasse. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'a pas encore relié les poings. Pas à voix haute. Mais je sais. Et elle sait que je sais. Je le vois à la façon dont sa mâchoire se crispe quand elle me regarde, comme si elle retenait une vague. Gareth me jette un coup d'œil. Un éclair, rapide, perplexe. Puis, il revient à Claire. Quelque chose tourne derrière ses yeux. Il n'a pas encore compris, mais il approche. Les médecins nous donnaient des chiffres, dit Claire. Elle nous donnait de l'espoir. Claire se redresse. Sa voix gagne en tranchant. Pas de la colère, de la conviction. Celle qu'on entend chez les gens qui ont traversé quelque chose d'assez sombre pour aiguiser leur gratitude en l'âme. Il y avait cette thérapeute à Riverside. Elle travaillait dans le service de rééducation pédiatrique. À chaque séance, elle se mettait au sol avec Lily. À quatre pattes sur le tapis, face à face, les yeux dans les yeux. Jamais elle ne se tenait au-dessus d'elle. Jamais elle ne lui parlait de haut. Je fixe mon assiette. Ma gorge se serre. Lily criait parfois. Elle pleurait si fort qu'elle en avait la nausée. Et cette femme s'asseyait simplement en tailleur par terre et attendait. Elle disait « Je sais que ça fait mal. On réessaiera quand tu seras prête. » À chaque fois. Donna Patterson s'essuie les yeux avec sa serviette. Tante June serre son verre d'eau si fort qu'elle a les jointures blanches. Elle est venue un jour de repos. Lily avait passé une mauvaise nuit, ne voulait pas manger, ne voulait pas parler, restait juste allongée à fixer le plafond. Cette thérapeute a fait la route un samedi matin, s'est assise au bord du tapis de Lily et a sorti un autocollant de papillon. Mon souffle s'arrête. Je me souviens de ce matin. Je me souviens de l'autocollant. Un monarque, orange et noir, avec des ailes à paillettes. Je l'avais pris dans la boîte de récompense en arrivant. Elle a dit à Lily que les papillons non plus ne volent pas le premier jour, qu'ils doivent attendre, s'étirer et se reposer avant que leurs ailes fonctionnent. La voix de Claire se fissure. Lily a collé cet autocollant sur son fauteuil roulant. Elle ne laissait personne l'enlever. Papa se tait. Il a arrêté de tripoter ses couverts, arrêté de balayer la pièce du regard pour trouver une ouverture. Il est juste assis là, mains à plat sur la table, fixant Claire comme un homme qui voit des phares trop tard. Lily est entrée dans ma classe il y a 3 mois, dit Claire, sur ses 2 pieds, parce que cette femme l'a décidé. Claire s'interrompt. Elle me regarde. Vraiment. De cette façon dont on regarde quelqu'un quand on a porté leur gentillesse dans sa poitrine pendant 2 ans et que soudain cette personne est assise en face de vous avec une tasse de café dans une maison qui ne la mérite pas. « Théa, dit-elle doucement, tu te souviens d'une petite fille qui s'appelait Lily ?» Cheveux roux, taches de rousseur, terrifiée par les barres parallèles. Toutes les têtes à la table pivotent vers moi. Je pose ma tasse. Ma main est stable, mais ma voix l'est à peine. Lily Brennan, je dis. Elle appelait les barres de marche les ponts qui font peur. Les yeux de Claire se remplissent de larmes. Son menton tremble une fois, et elle presse ses lèvres si fort qu'une ligne blanche apparaît. C'est ma sœur. L'air quitte la salle à manger, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre à l'envers. Tout le son aspiré d'un coup. La bouche de Gareth s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Aucun mot n'en sort. Bill Patterson regarde sa femme. Donna pose sa main sur la sienne. Tante June émet un petit son brisé, mi-rire, mi-sanglot, et couvre sa bouche. Grand-mère Margot se penche en avant, la main à l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tante June se tourne vers elle, la voix tremblante. La petite sœur de Claire était une des patientes de Théa, maman. Théa l'a aidée à remarcher. Grand-mère Margot me dévisage un long moment. Puis sa main, mince, tachetée, traverse la table et recouvre la mienne. Elle ne dit rien. Elle tient, c'est tout. Mon père prend son verre de vin, le repose, le reprend. Il a l'air d'un homme qui vient de réaliser que la vidéo du match qu'il regarde
date de la mauvaise saison. Claire se tourne vers lui. « Monsieur Dixon, dit-elle, vous m'avez dit que Théa est bénévole. » Mon père fait ce qu'il fait toujours quand l'action dérape. Il improvise. Eh bien, il s'éclaircit la gorge, ajuste son col. C'est un peu pareil, non? Le travail à l'hôpital? La voix de Claire reste au même niveau. Ce n'est pas pareil, monsieur. Le bénévolat, c'est donner de son temps. Ce que fait Théa, c'est une profession médicale à part entière. Elle a un master. Elle se trompe sur les détails. Mais avant que j'aie le temps de réfléchir à la corriger, tante June s'en charge. Richard. Elle a un doctorat en kinésithérapie. Les mains de June sont jointes devant elle, mais ses articulations sont toujours blanches. Elle te l'a dit il y a 3 ans. Le cou de papa vire au rouge. Ça part du col et ça monte. Je sais que ma fille a un diplôme. Tu sais comment ça s'appelle? Demande June. Il ne répond pas. Il tend la main vers la bouteille de vin, mais elle est vide. Bill Patterson s'efforce très soigneusement de ne regarder personne. Donna a sa paume plaquée sur la nappe, comme si elle se préparait à des turbulences. Garrett fixe le mur derrière ma tête. Il respire par le nez, la mâchoire serrée, exactement comme sur le banc de touche quand le plan de jeu de papa ne marchait pas, mais qu'il devait quand même l'exécuter. « On ne va pas en faire une affaire, » dit papa. Il écarte les mains sur la table, le geste du conciliateur, celui qu'il utilisait avec les parents furieux après une défaite. On est là pour accueillir Claire. Je me sens accueillie, monsieur Dixon, répond Claire. Et j'en suis reconnaissante. Mais je suis assise en face d'une femme qui a changé la vie de ma famille. Et vous l'appelez bénévole. La voix de tante June, basse mais distincte. Elle te l'a dit à Thanksgiving, Richard. Tu as répondu « c'est bien » et tu as allumé le match. Papa ouvre la bouche. Rien n'en sort. Il attrape la bouteille vide, constate qu'elle est sèche et la repose. Claire n'attaque pas. Je le vois clairement, même à travers le brouillard d'adrénaline qui bourdonne dans mes oreilles. Elle n'est pas en colère. Elle est déconcertée. Comme on l'est quand on entre dans une pièce et qu'on trouve un objet précieux jeté par terre dans un coin. « Monsieur Dixon, j'ai regardé votre fille travailler avec ma sœur pendant 14 mois. J'étais assise devant cette salle chaque mardi et chaque jeudi. » Elle se tourne vers le reste de la table. Elle les inclut désormais. Ce n'est plus seulement pour mon père. Elle arrivait avant le début de son service. Elle restait après. Elle a appris la chanson préférée de Lily pour la chanter pendant les exercices les plus durs, ceux où Lily agrippait le tapis et se mordait la lèvre jusqu'au sang. Donna Patterson pleure ouvertement à présent. Bill a passé son bras autour d'elle. Quand Lily s'est enfin tenue debout toute seule, sur ses 2 pieds, sans béquilles, sans les mains sur les barres, Théa a pleuré plus fort que n'importe qui. Plus que ma mère. Plus que moi. La voix de Claire se brise sur le dernier mot. Elle fait une pause, pressant 2 doigts contre ses lèvres, puis reprend. « Et vous dites aux gens qu'elle fait du bénévolat ?» La mâchoire de papa travaille. « Je ne voulais pas dire. »« Je ne vous attaque pas, » dit Claire, et elle le pense. Son ton est prudent, presque doux. « Je vous dis ce que je sais, parce que vous, visiblement, ne le savez pas. » La pièce retient son souffle. Du bout de la table, une voix ténue perce le silence. Grand-mère Margot, penchée dans son fauteuil roulant, une main sur la coudoir, l'autre toujours posée sur la mienne. « C'est ça que tu fais, Théa ?» demande-t-elle. « Tu aides les enfants à marcher ?» Je la regarde. 82 ans, Louis qui décline, la mémoire tranchante comme une lame. « Oui, grand-mère, c'est ce que je fais. » Elle serre ma main. Ta mère serait tellement fière. Les mots de grand-mère restent suspendus dans la pièce comme la fumée après qu'on souffle une bougie. Lourd, chaud, impossible à chasser. Claire les laisse se poser. Puis elle se tourne vers Garrett. Tu savais. Ce n'est pas une question. Tu savais ce qu'elle fait. Garrett relève la tête. Il ressemble à un homme qui a regardé le tableau des scores pendant tout le match et vient de réaliser qu'il joue dans la mauvaise équipe. Oui,
Oui, je sais. Elle travaille dans un hôpital. Tu vends du matériel aux hôpitaux, Gareth. Tu as été dans des services de rééducation. Tu as vu les bars parallèles, les tapis, les piscines thérapeutiques. Tu sais ce que fait une kiné pédiatrique. Il déglutit. Sa pomme d'Adam monte et descend, sèche. Pourquoi tu n'as jamais corrigé ton père? Les Patterson sont pétrifiés. Tante June observe Gareth avec une expression que je ne lui ai jamais vue, quelque part entre la pitié et la rage. La voix de Gareth sort faible, plus faible que je ne l'ai jamais entendue. C'était plus facile comme ça. Voilà, l'aveu que mon frère porte depuis des années, condensé en 5 mots. Plus facile de laisser papa m'effacer, plus facile de surfer sur la vague que de la diriger, plus facile de servir le vin, d'acquiescer et de ne jamais dire « En fait, papa, elle est docteur ». Je le regarde à travers la table. Je ne suis pas en colère. Je pensais que je le serais, mais non. Je suis juste fatiguée d'être le prix du confort de quelqu'un d'autre. Plus facile pour qui, Gareth? Il ne répond pas. Il prend sa serviette, la plie, la pose, la reprend. Papa repousse sa chaise. Les pieds raclent le parquet, ce bruit qui annonçait autrefois le sermon. Ça suffit, dit-il. C'est censé être une soirée agréable. Papa se tient debout en bout de table, paumes à plat sur le bois, penché en avant comme pour ses discours de mi-temps. La posture du coach Dixon dans toute sa splendeur, épaules carrées, menton levé, voix plus forte que la pièce ne l'exige. J'ai toujours pourvu aux besoins de cette famille. J'ai formé des garçons en hommes pendant 30 ans. Je n'ai pas besoin d'une leçon à ma propre table. Clare soutient son regard. Personne ne vous fait la leçon, monsieur Dixon. Il se tourne vers moi et c'est là. La redirection, l'audible qui l'appelle depuis toujours. Tu vois ce que tu as fait? Son doigt pointe l'air entre nous. Je t'ai demandé une seule chose. Ne gâche pas cette soirée. Une seule. La pièce se raidit. Tante June agrippe le bord de la table. La main de Donna Patterson trouve le genou de Bill. Je regarde mon père. Je regarde son doigt pointé vers moi à travers la même table où ma mère servait Thanksgiving pendant 26 ans. Et je dis ce que j'aurais dû dire la première fois qu'il m'a fourré une pile d'assiettes dans les mains. Je n'ai pas dit un mot, papa. Sa bouche s'ouvre. J'ai mis ta table. J'ai cuisiné ton repas. J'ai porté tes assiettes. J'ai débarrassé pendant que tout le monde prenait le café. Ma voix est régulière. Pas de tremblement, pas de volume. Juste des faits posés comme des notes cliniques. Je n'ai pas prononcé un seul mot de toute la soirée. Il me fixe. Le doigt retombe. Et tu as quand même trouvé le moyen de me blâmer. Silence. Celui qui remplit une pièce depuis le sol, pressant contre les murs. Tante June murmure « Elle a raison, Richard. Elle n'a rien dit. » Papa reste debout, les mains toujours sur la table. Le coach qui vient de regarder son action phare s'effondrer sur le terrain. Il n'a plus d'audible. C'est Claire qui brise le silence. Elle fouille lentement dans son sac, comme si elle n'était pas sûre de devoir le faire, et en sort son téléphone. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-elle. « Vraiment pas. Mais je veux que vous voyiez quelque chose. » Elle tapote l'écran quelques fois, puis lève le téléphone pour que toute la table voie. Ma mère a filmé ça le jour où Lily a marché sans béquille pour la première fois. La vidéo est tremblante, les mains d'une mère qui tremble derrière l'objectif. Un couloir d'hôpital, éclairé au néon, sol en linoléum. Et voilà Lily, cheveux roux, en queue de cheval, pieds nus sur le carrelage froid, faisant un pas, 2, 3. Les bras grands ouverts pour l'équilibre, le visage crispé de concentration. Au 4e pas, elle trébuche. Des mains la rattrapent. Mes mains. Je suis à genoux par terre en tenue d'infirmière, la stabilisant, disant quelque chose que le micro capte à peine. Tu y es. Tu y es. Lily pleure. Pas de douleur, de l'effort de croire en ses propres jambes. Elle se relève. 5e pas. 6e. 7e. Le couloir explose. Des infirmières qui applaudissent.
Un agent d'entretien qui arrête son chariot pour regarder. La mère de Lily qui sanglote derrière la caméra. Et moi, dans un coin du cadre, m'essuyant les yeux du dos du poignet, pleurant plus que tout le monde. La vidéo se termine. Claire baisse le téléphone. Grand-mère Margot est penchée si loin en avant que le fauteuil craque. Donna Patterson a les 2 mains plaquées contre sa poitrine. Bill cligne rapidement des yeux. Tante June pleure. Pas le genre discret, le genre qui secoue les épaules. Papa regarde le téléphone. La dernière image figée, mon visage saisi en pleines larmes, agenouillé sur le sol d'un hôpital à côté d'une enfant qui vient de réaliser l'impossible. Il ne dit pas un mot. Ça, ce n'est pas du bénévolat, monsieur Dixon, dit Claire. C'est sauver la vie d'un enfant. Je me lève. Pas pour partir. Je vais à la cuisine et commence à débarrasser les assiettes de dessert, comme d'habitude. J'étais là, à regarder le visage de mon père pendant que cette vidéo passait. Et pour la première fois de ma vie, je ne voulais plus son approbation. Je voulais juste qu'il voie. Si cette histoire vous touche, si vous savez ce que c'est de donner tout ce qu'on a pour quelque chose qui compte et que votre propre famille appelle ça rien, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire. Parce que ce que j'ai fait ensuite, je l'ai fait pour chaque personne qui a jamais été invisible à la table de sa propre famille. Tout le monde passe au salon pour le café. Tout le monde sauf moi. Je suis devant l'évier, faisant couler l'eau chaude sur les assiettes, quand papa apparaît dans le passage entre la cuisine et la salle à manger. Il remplit l'encadrement comme toujours, épaules larges, menton en avant, la stature d'un homme habitué à être la plus grande silhouette de chaque pièce. « Il faut ranger la cuisine, » dit-il. Je ferme le robinet. « Tout le monde prend le café, papa. » Et quelqu'un doit ranger. Garrett a une invitée. Je suis aussi une invitée. J'ai fait 4 heures de route. Il souffle par le nez, ce petit coup sec et agacé qui faisait taire des vestiaires entiers. Tu n'es pas une invitée, Théa, tu es de la famille. Alors traite-moi comme telle. Il penche la tête. Les mots ne s'intègrent pas à son système. Dans sa logique, famille et aide sont la même chose. Du moins quand le membre de la famille, c'est moi. Fais juste la vaisselle. On en reparlera. Il n'y a rien à dire plus tard. Je te demande maintenant. Est-ce que je suis ta fille ou ton employé? Avant qu'il puisse répondre, la voix de Claire s'élève derrière lui. Elle se tient dans l'embrasure du salon, tasse de café à la main, et elle a tout entendu. Je vais aider pour la vaisselle, Théa. Papa se retourne. Non, non, Claire. Assieds-toi. Tu es notre invitée. Claire ne bouge pas. Elle soutient son regard avec la patience assurée d'une femme qui enseigne à des enfants de 7 ans et a affronté pire comme bluff. Théa est de la famille, mais pas une invitée, dit-elle. Et moi, je suis une invitée, mais pas de la famille. Pause. Alors, où ça la situe, monsieur Dixon? Les lèvres de papa remuent. Pas un son. Depuis le salon, j'entends le fauteuil de grand-mère Margot grincer et la voix de tante June. C'est une question légitime, Richard. Je m'essuie les mains avec le torchon. Je passe devant mon père, traverse le couloir et entre dans le salon où tout le monde est assis avec ses tasses et son silence prudent. Je me place au centre de la pièce. Pas pour le drame, mais parce que c'est le seul endroit d'où grand-mère Margot peut voir mon visage et entendre ma voix. Il faut que je dise quelque chose. J'aurais dû le dire depuis longtemps. Papa me suit. Il s'adosse à la cheminée, bras croisés, mâchoire serrée, la posture défensive d'un homme qui se prépare à un coup qu'il ne peut pas bloquer. « Ah, papa, je suis venu dans cette maison 11 fois depuis la mort de maman. Chaque fois, je cuisine, je nettoie, je mets la table, je débarrasse et je m'assieds dans un coin pendant que tu parles de Garrett. Personne ne bouge. Garrett est sur le canapé, coude sur les genoux, les yeux rivés au tapis. J'ai un doctorat. Je soigne des enfants qui ne marcheront peut-être jamais. L'an dernier, j'ai aidé 9 enfants à faire leurs premiers pas autonomes. 9 familles ont retrouvé leur vie. Ma voix est posée. Mes mains sont calmes. 14 mois à genoux, sur des tapis de rééducation, à guider des enfants à travers la douleur.
Ça vous apprend à rester calme quand tout tremble à l'intérieur. Et chaque fois que je rentre à la maison, tu me présentes comme bénévole. Papa décroise les bras. Théa, je n'ai jamais voulu. Je sais que tu ne voulais pas, papa. Je le regarde. Vraiment. Au-delà de la posture du coach, au-delà du bluff, jusqu'au sexagénaire en dessous qui a perdu sa femme et son identité dans les mêmes 3 ans et n'a jamais appris à faire le deuil de l'un ni de l'autre. C'est ce qui rend les choses pires. Tu ne t'en es même pas aperçu. Il ouvre la bouche, la referme, sa main glisse vers la cheminée derrière lui, cherchant appui sur le bois. Tante June se lève. Elle est restée assise dans le fauteuil près de la fenêtre toute la soirée, se maintenant avec la discipline silencieuse d'une femme qui aimait sa sœur et a fait sa propre promesse. Richard. Voix basse mais qui porte. Marie n'aurait pas voulu ça. Papa tressaille au prénom. Il tressaille toujours. Marie parlait du travail de Théa chaque fois qu'on prenait un café. Chaque mardi matin pendant 6 ans, elle me racontait les enfants. Chaque percée, chaque premier pas, chaque enfant qui s'agrippait à la main de Théa et ne lâchait pas. Elle fouille dans son sac, un vieux sac en cuir qu'elle porte depuis mon adolescence, et en sort un petit carnet. Moleskine noir, élastique, coin écorné. Elle tenait un carnet, dit June. Papa le fixe. Un carnet? Elle notait le nom de chaque enfant que Théa a aidé à apprendre à marcher. Les dates, les étapes, de petites annotations dans les marges. Elle comptait le donner à Théa pour ses 30 ans. La voix de June se brise sur le dernier mot. Elle presse son poing contre sa poitrine et respire. Elle n'a pas eu le temps. Elle me tend le carnet. Je le prends à 2 mains. Comme on tient quelque chose de fragile qui a déjà survécu à plus que de raison. J'ouvre la première page. L'écriture de maman. Petite. Penchée. La même cursive que pour les listes de courses et les cartes d'anniversaire. Lily B. Premier pas aujourd'hui. Théa m'a appelée en pleurant. Si fière de ma petite. Je ne peux pas lire la ligne suivante. Ma vue se brouille. Je ferme le carnet et le presse contre ma poitrine. Et je respire et je m'accroche. Papa fixe le Moleskine. Sa main serre la cheminée, jointure blanche. Il le regarde comme on regarde une lettre arrivée trop tard. Personne ne parle pendant un long moment. Assez long pour que la glace dans le verre de Bill Patterson craque et se tasse. Papa s'assoit. Pas dans son fauteuil, le trône qu'il revendique habituellement, mais sur le pouf à côté, plus bas, plus près du sol, comme si ses jambes avaient décidé pour lui. « Je ne savais pas qu'elle tenait un carnet, » dit-il, voix rauque, dépouillée. Tante June ne bronche pas. « Tu ne savais pas beaucoup de choses, Richard, parce que tu ne posais pas la question. » Il se frotte le visage des 2 mains. Quand elles redescendent, ses yeux sont rouges. Il ne pleure pas. Pas encore. Peut-être jamais. Juste un homme qui mesure la distance entre celui qu'il croyait être et celui qu'il est réellement, et qui réalise que ça se compte en années. Il me regarde, bouche ouverte, puis fermée, puis ouverte. Je ne sais pas quoi dire. Une part de moi, celle qui a fait 4 heures de route, cuisiné son dîner et porté ses assiettes, veut l'aider. Veut lui souffler les bons mots comme je guide Marcus dans ses exercices. Doucement, patiemment, un pas à la fois. Mais ce n'est pas mon rôle ce soir. Tu n'as rien à dire ce soir, papa. Mais il faut que tu entendes ceci. Je tiens le carnet contre mes côtes. Je ne reviendrai pas dans une maison où je suis une domestique. Il hoche la tête. Pas un accord, une reddition. Le hochement de tête qu'on fait quand quelqu'un vous dit une chose irréfutable, impossible à réparer, et que la seule réponse honnête est d'arrêter de faire semblant d'avoir une solution. De l'autre côté de la pièce, la voix de grand-mère Margot, fine, ferme, sans hâte. Brave fille. 2 mots, les mêmes qu'elle disait quand je finissais mes légumes, quand j'attachais mes lacets toute seule, quand je terminais chaque école que mon père avait oublié de célébrer. Brave fille. Le salon reste derrière moi tandis que je traverse la cuisine et sors par la porte latérale vers le garage. L'ampoule au plafond clignote 2 fois avant de se stabiliser.
Le garage sent l'huile moteur et l'herbe coupée. Pareil que depuis mon enfance, quand maman se garait ici après ses courses du samedi et que je l'aidais à porter les sacs. Le carton est là où il l'a dit, coincé entre un aspirateur cassé et un jeu de club de golf que personne n'a touché depuis 10 ans. Au marqueur sur le côté, divers, vide-grenier. Toute la collection de ma mère réduite à une étiquette. J'ouvre les rabats. 23 papillons en verre enveloppés dans du journal, serrés les uns contre les autres. J'en sors un morpho bleu, soufflé à la main, grand comme ma paume. Maman l'avait trouvé dans une boutique d'antiquités à Staunton, l'année de mes 12 ans. Elle l'avait levé vers la fenêtre et dit « Regarde, Théa, même le verre peut voler si la lumière tombe juste. » Je les vérifie un par un, tous intacts, tous là. Claire apparaît dans l'encadrement du garage. Besoin d'aide? Ça ira. Pause. Mais merci. Elle soulève quand même l'autre bout du carton, et ensemble nous le portons jusqu'à ma voiture. On ne parle pas. Pas besoin. Je retourne à l'intérieur, monte à l'étage, dans la chambre qui était la mienne et qui est devenue un sanctuaire dédié à la pêche, au bar et au football sur écran plat. Je prends la seule chose qui m'appartient encore, la photo encadrée de maman sur la commode, celle des vacances à la plage en 2009. Elle rit, les pieds dans le sable. Gareth est dans le couloir quand je descends. La photo sous le bras. Théa, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas, comme ça. Je pars avec les affaires de maman que papa s'apprêtait à vendre au vide-grenier. Il grimace, comme si j'avais touché un bleu qu'il avait oublié. On se retrouve dans le garage, juste tous les deux. L'ampoule bourdonne et clignote, projetant nos ombres longues sur le béton. Gareth enfonce les mains dans ses poches. J'aurais dû dire quelque chose. Je sais, tu aurais dû. Mais à chaque fois, tu as choisi la facilité. Il se balance sur ses talons, regarde la tache d'huile au sol. C'est notre père, Théa. Il ne sait juste pas comment. Il ne sait pas parce que personne ne l'oblige à apprendre, toi y compris. Les mots frappent fort. Je les vois atterrir, le léger tressaillement des épaules, la façon dont son menton s'abaisse d'une fraction de centimètre. Tu vends du matériel médical, Gareth. Tu entres dans des services de rééducation chaque semaine. Tu serres la main de thérapeutes qui font exactement ce que je fais. Et tu rentres ici et tu laisses papa m'appeler bénévole. Je ne pensais pas que c'était si important. Ça l'était à chaque fois. Il se frotte la nuque. Ses yeux sont rouges. Pas de larmes. De l'effort de regarder en face quelque chose qu'il a passé des années à esquiver. Je t'aime, Gareth. Je le dis simplement, de la même façon que je dis la vérité à mes patients sur leur rééducation. Sans enrobage, sans mise en scène. Mais je ne ferai plus semblant. Si tu veux avoir une relation avec moi, ça commence par utiliser mon vrai titre professionnel à voix haute devant lui. Il hoche lentement la tête. Je suis désolée, Théa. Je sais. Maintenant, prouve-le. Je fais un pas en avant et le serre dans mes bras. Une étreinte rapide et serrée, le genre qui dit « je suis sérieuse et je m'en vais maintenant ». Il me serre plus fort que prévu. Son menton se pose sur le sommet de ma tête, une seconde, comme quand on était petit, qu'il était grand et moi, petite, et qu'aucun de nous ne savait que grandir signifierait s'éloigner. Je lâche. Je marche vers ma voiture. Claire me suit jusque dans l'allée. La lumière du Porsche dessine un cercle jaune sur le gravier, et au-delà, la nuit virginienne est vaste et sombre, pleine de grillons. Théa. Elle s'arrête à quelques pas de ma voiture, bras croisés sur la poitrine. Je ne savais rien de tout ça. Gareth ne m'a jamais rien dit. Il ne pensait probablement pas qu'il y avait quoi que ce soit à raconter. Elle secoue lentement la tête. Tu te trompes. Il savait. Il ne voulait simplement pas regarder. J'ouvre la portière côté conducteur et lance mon sac sur le siège passager. Le carton de papillon est à l'arrière, attaché par la ceinture de sécurité parce que je ne fais pas confiance au virage de la route 29. Lily demande de tes nouvelles, dit Claire. Elle t'appelle la dame au papillon. Je ris. Le premier vrai rire de la soirée.
celui qui dessert quelque chose dans la poitrine. Elle a parlé de toi à toute sa classe. Elle s'est levée pendant montre et raconte avec ses béquilles et a dit « Cette dame m'a appris à être courageuse. Elle sent le gel hydroalcoolique et elle a les meilleurs autocollants. » Mes yeux piquent. Je cligne fort et lève les yeux vers les étoiles. Tu as changé la vie de ma sœur, Théa. La mienne aussi. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un voit ce que tu fais. Merci, Claire. Ma voix est épaisse. De m'avoir vue. Elle avance d'un pas et me prend dans ses bras. Pas l'étreinte rapide que j'ai donnée à Gareth, celle où l'on presse sa joue contre l'épaule de l'autre et où l'on s'accroche parce qu'on sait, toutes les deux, que cet instant est une charnière. Le pivot entre l'avant et l'après de quelque chose d'important. Quand elle recule, elle dit « Je vais avoir une longue conversation avec Gareth ce soir. » Sois douce avec lui. Ce n'est pas le problème. Il est le symptôme. Elle hoche la tête. Conduis prudemment. Je monte en voiture. Les papillons captent la lumière du plafonnier. 23 petites flammes dans le rétroviseur. 4 heures sur une autoroute dans le noir. Pas de radio. Le seul son est le ronronnement des pneus sur le bitume et le léger cliquetis du verre enveloppé de journal dans le carton derrière moi. Je traverse de petites villes aux stations-service fermées et aux feux jaunes clignotants. Je passe devant des églises avec des panneaux à messages du genre « L'amour de Dieu ne se mérite pas et la grâce n'est pas un trophée ». Je dépasse la sortie pour Fredericksburg, où maman et moi avions passé un samedi après-midi, juste nous deux, à manger du crumble aux pêches dans un dîner et à fouiller les brocantes jusqu'à en avoir mal aux pieds. À un feu rouge quelque part après Ashland, je tends la main vers le siège passager. Le carnet Moleskine est posé sur mon sac. Je l'ouvre avec précaution, une main sur le volant, l'autre sur la page, et je tourne jusqu'à la dernière entrée. Aiden M. apprend à tenir une cuillère. Théa dit qu'il a ri aujourd'hui. 14 janvier. Le 14 janvier. 3 semaines avant sa mort. 3 semaines. Elle était dans un lit d'hôpital avec une perfusion de morphine et un corps qui lâchait organe par organe. Et elle écrivait encore dans ce carnet. Elle suivait encore mes patients. Elle faisait encore attention. Elle était encore fière. Je ferme le carnet et le presse contre ma poitrine. Le feu passe au vert. Une voiture derrière moi klaxonne. Je m'essuie le visage du plat de la main et je repars. Quand j'arrive chez moi, mon appartement, le 2 pièces à Richmond, avec la fenêtre de cuisine qui donne à l'est, je porte le carton de papillons en premier. Je les dispose sur le rebord de la fenêtre, un par un, en les espaçant comme maman le faisait. Le réverbère attrape le verre et pendant un instant, toute la pièce se remplit de lumière fractionnée. 23 papillons alignés comme un cœur. Elle me voyait, chaque jour, même quand je ne le savais pas. 3 jours plus tard, mon téléphone sonne pendant que je rédige des notes entre 2 patients. Le nom de Gareth sur l'écran. Je manque de laisser filer vers la messagerie. Vieux réflexe. Mais quelque chose me pousse à décrocher. Sa voix sonne différemment. Dépouillée du vernis commercial, de l'assurance facile, de la désinvolture du grand frère. Il sonne comme un homme éveillé depuis trop longtemps, à réfléchir à des choses auxquelles il a passé des années à ne pas penser. « Claire et moi, on a parlé, » dit-il. « Beaucoup. » D'accord. Elle m'a montré des choses que je ne voulais pas voir, sur comment j'ai été, sur ce que j'ai laissé faire. Je m'assieds sur le banc de la salle de rééducation, les notes de la séance de Marcus ouvertes sur mes genoux. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit à papa. Je lui ai dit « C'est un docteur en kinésithérapie. » J'ai utilisé ces mots exacts. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Gareth expire. Il a dit « Je sais », mais de cette façon, comme s'il l'entendait pour la première fois et faisait semblant que non. Ça ressemble bien à Richard Dixon. Je lui ai aussi dit que le vide-grenier est annulé. Les affaires de maman restent. Ma main se crispe sur le téléphone. Merci. Je ne fais pas ça pour les remerciements, Théa. Je le fais parce que Claire m'a dit quelque chose hier soir qui ne veut pas sortir de ma tête. Pause. Elle a dit «
Si tu ne peux pas te lever pour ta propre sœur, tu ne peux te lever pour personne. Je ferme les yeux. Derrière moi, j'entends Priya guider un patient dans des exercices de cheville, le comptage rythmé, le murmure encourageant. C'est un début, Gareth. Je sais que ce n'est pas assez. Non, mais c'est un début. On raccroche. Je reste assise un moment, téléphone en main, regardant le mur des premiers pas de l'autre côté du couloir. Tous ces enfants, tous ces premiers instants. Pas la guérison, mais une fissure dans le mur. 2 semaines passent. Papa ne rappelle pas. Je ne rappelle pas. Le silence s'installe entre nous, comme une pièce dans laquelle aucun de nous ne sait comment entrer. Et pour la première fois en 3 ans, ce silence n'est pas douloureux. C'est une limite, solide et nette. Et je ne dois d'excuses à personne pour l'avoir posée. Tante June m'appelle un mardi soir. Sa voix chaleureuse, avec cette douceur particulière qu'elle utilise quand elle s'apprête à dire quelque chose d'important sans vouloir m'effrayer. « Il est silencieux », dit-elle. « Ne parle pas du dîner. Va à la quincaillerie, rentre, regarde la télé. » C'est à peu près sa routine habituelle. Sauf qu'il lit le carnet. J'arrête de remuer la soupe sur ma cuisinière. Quoi? Je suis passée lui déposer un gratin jeudi. Le Moleskine était ouvert sur la table de la cuisine. Il était assis avec ses lunettes de lecture à parcourir les pages. Il cherchait peut-être quelque chose. Il avait un bloc de post-it à côté. Il m'a demandé ce que DPT veut dire. Je lui ai dit. Il l'a noté. Je m'adosse au plan de travail. La soupe bouillonne. Derrière la fenêtre de la cuisine, les papillons en verre luisent orange dans le couchant. « C'est quelque chose », je dis. « Ce n'est pas assez », répond June. « Oh, mais c'est quelque chose. » Elle a raison. Il n'a pas appelé. Il ne s'est pas excusé. Il ne dira peut-être jamais les mots que j'ai besoin d'entendre. Mais il est assis à sa table de cuisine, lisant l'écriture de ma mère, apprenant le nom de mon diplôme sur un post-it, parce qu'il n'a pas écouté une seule fois quand je le lui ai dit moi-même. Ce n'est pas la rédemption. Ce n'est pas un dénouement de film. Mais c'est un homme de 61 ans seul dans une maison, tenant le carnet d'une femme disparue et faisant enfin attention. Avec ça, je peux travailler. Lundi matin. Le service de rééducation brille sous le soleil matinal et le couloir sent l'antiseptique et le café frais du poste infirmier. Je m'arrête devant le mur des premiers pas en allant à la salle. J'ai longé ce panneau 1 millier de fois, mais aujourd'hui je m'immobilise. Je regarde les photos, les enfants en pleine foulée, les parents agrippés l'un à l'autre en arrière-plan, les thérapeutes agenouillés sur les tapis, bras tendus, prêts à rattraper. Je trouve la photo de Lily, cheveux roux, taches de rousseur, béquille, ma main dans son dos, toutes les deux rayonnantes. Ce n'est plus simplement une photo, c'est une preuve, pas juridique, humaine. La preuve que j'étais là, que je l'ai fait, que ça comptait. Priya me surprend en train de fixer le panneau. Ça va? Comment s'est passé le dîner de famille? Je me tourne vers elle. Différemment. Elle hausse un sourcil mais n'insiste pas. Priya est comme ça. Mon premier patient de la journée est une nouvelle admission. Un garçon de 4 ans prénommé Oliver, lésion de la moelle épinière après un accident de voiture. Son dossier indique qu'il n'a pas prononcé une phrase complète depuis les urgences. Sa mère se tient derrière la porte vitrée, bras étroitement croisés, pleurant de ses larmes silencieuses, érodées. Ça veut dire qu'elle fait ça depuis des semaines. Je m'agenouille sur le tapis. Oliver est dans son fauteuil roulant, agrippant les accoudoirs, me fixant de ses immenses yeux bruns. Il ne me fait pas confiance. Et il ne devrait pas. Pas encore. La confiance se gagne ici, séance après séance. Salut, bonhomme. Je garde ma voix basse, le même ton que j'utilise pour tous. Calme, régulier, sans artifice. On va y aller doucement, d'accord? Pas de précipitation. Il m'observe. Ne hoche pas la tête. Ne détourne pas les yeux. Voilà qui je suis. Pas parce que mon père le dit. Pas en dépit du fait qu'il ne le dit pas. Juste ça. Le tapis, l'enfant,
le travail. Le reste n'est que bruit. 1 mois plus tard, je trouve une enveloppe rose pâle dans ma boîte aux lettres au travail, scellée par un autocollant de papillon. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom tracé d'une écriture appliquée et hésitante qui penche à droite, comme les lettres des enfants quand ils se concentrent si fort que leur langue pointe. Je l'ouvre à mon bureau, le café refroidissant à côté de mon clavier. À l'intérieur, une carte, faite main, papier cartonné plié en deux. Sur la couverture, 2 personnages dessinés au crayon de couleur. Une grande avec des cheveux bruns et une petite avec des cheveux roux. Elles se tiennent par la main, debout sur ce qui ressemble à un pont. Les barres parallèles dessinées comme 2 longues lignes en travers de la page. Sous le pont, en crayon vert, de l'herbe. Au-dessus, un papillon aux ailes oranges à paillettes. J'ouvre la carte. Chère dame au papillon, aujourd'hui j'ai couru en sport. Je suis pas tombée. Ma maîtresse a dit que j'étais rapide. Je sais pas si je suis rapide, mais je suis pas tombée. Et c'est pareil. Merci de m'avoir appris à être courageuse. Bisous, Lily glissée derrière la carte, une photo imprimée sur du papier ordinaire, un peu flou, Lily courant à travers un terrain de sport, cheveux roux au vent, bras pompants, bouche grande ouverte dans un éclat de rire. J'épingle la carte au mur au-dessus de mon bureau, juste à côté de la photo encadrée de maman à la plage. Les 2 côte à côte, la femme qui m'a toujours vue et l'enfant qui a prouvé que mon travail était réel. Priya passe, jette un œil. Nouvelle déco? Ancien rappel. Elle sourit et continue. Je reste assise un moment, regardant la carte, la photo et la façon dont la lumière du matin tombe sur mon bureau. Puis, j'ouvre le dossier d'Oliver, prends mon stylo et me remets au travail. 6 semaines après le dîner, mon téléphone sonne à 7 heures du matin. Je me brosse les dents et je manque de ne pas regarder. Mais je regarde. Papa. Je crache, me rince et décroche. Allô? Un long silence. Si long que je vérifie l'écran pour voir si l'appel n'a pas coupé. Théa. Sa voix est rauque. Voix du matin ou voix d'insomnie? Impossible de dire. Garrett m'a dit que tu ne viens pas pour le 4 juillet. C'est exact. Autre pause. J'entends sa respiration. J'entends l'horloge de la cuisine qu'il a depuis 1998, celle avec le poisson sur le cadran, qui tic-tac en fond. Est-ce que je peux faire quelque chose? 5 mots d'un homme qui a passé 30 ans à donner des ordres plutôt qu'à poser des questions. 5 mots qui lui ont coûté quelque chose. Oui, je dis. La prochaine fois que tu me présentes, dis « Voici ma fille Théa. Elle est spécialiste en rééducation pédiatrique. » C'est tout. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. L'horloge, tic-tac. 3 battements. 4. Je peux faire ça. Alors j'y réfléchirai. Il s'éclaircit la gorge, le bruit que fait un homme quand il avale quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Les affaires de ta mère, dit-il. Elles sont toujours là. Je les ai remises sur l'étagère. Mon souffle s'arrête. Je presse le téléphone contre mon oreille. Merci, papa. Le bleu, dit-il, et s'arrête. Recommence. Le papillon bleu, celui de Stanton, c'était son préféré. Il sait. Il sait lequel était son préféré. Il a toujours su. Il ne l'a jamais dit, jamais montré, jamais laissé entrevoir qu'il faisait attention. Le mien aussi, je dis. Je sais. L'appel se termine. Ni chaud, ni froid. Honnête. Un homme de 61 ans et sa fille de 29 ans apprenant à parler la même langue pour la première fois. Thanksgiving. 4 mois après le dîner qui a tout changé. Je refais la route. 4 heures, même autoroute, même sortie, même panneau d'église avec leur sagesse tournante. Mais cette fois, le carton de papillon n'est pas dans ma voiture. Ils sont sur mon rebord de fenêtre à Richmond, captant la lumière du matin, là où est leur place. Je me gare dans l'allée. Le pick-up de Garrett est là, garé sur le côté, me laissant de la place. Un détail, mais un détail voulu. La porte s'ouvre avant que je frappe. Papa se tient dans l'encadrement et pendant une seconde,
Aucun de nous ne bouge. Puis, il me tend un verre d'eau. Tiens, longue route. Je le prends. Nos doigts ne se touchent pas, mais ils ne se détournent pas. À l'intérieur, Claire et Garrett sont dans la cuisine. Garrett lave des patates douces, manches retroussées, mousse sur les avant-bras. Il lève les yeux quand j'entre et fait un signe de tête. Pas le hochement désinvolte du grand frère, le prudent, celui qui dit « j'essaie ». Claire s'essuie les mains sur un torchon et me serre dans ses bras. Lily t'a fait une nouvelle carte. Elle est sur le comptoir. Grand-mère Margot est au salon, enveloppée dans un plaid apporté par tante June. La table est déjà mise par Garrett. Claire me dit que les Patterson arrivent à 5 heures. Papa les accompagne au salon et j'entends sa voix résonner dans le couloir. « Vous vous souvenez de ma fille Théa ?» Pause. Je retiens mon souffle. Elle est spécialiste en... Il ralentit. Je vois presque le post-it dans sa tête, celui qu'il a écrit 6 semaines plus tôt. Rééducation pédiatrique. Bill Patterson hoche la tête. C'est une vraie vocation. Papa reste silencieux, un battement. Puis, 2 mots. Pas de trophée, pas de discours de mi-temps. Juste un homme de 61 ans, debout dans son salon, disant pour la première fois quelque chose de vrai sur sa fille. Ça, oui. Sur l'étagère derrière lui, les papillons en verre captent la lumière de la lampe. Je ne sais pas si mon père changera jamais complètement. On ne réécrit pas 30 ans d'habitude à cause d'un seul dîner. Il rechutait peut-être. Il se trompera peut-être à Noël dans ma présentation, oubliera le mot « spécialiste » et dira « thérapeute » à la place, ou pire, ne dira rien du tout. Mais je sais ceci, je ne vais plus l'attendre. Je croyais qu'être vu signifiait être loué. Que si mon père pouvait juste une fois prononcer les bons mots dans le bon ordre devant les bonnes personnes, quelque chose en moi se mettrait enfin en place. J'ai porté cette croyance pendant 29 ans et elle pesait plus lourd que n'importe quel carton de papillon en verre. Les enfants avec qui je travaille, eux, me voient chaque jour. Pas comme une fille, pas comme une bénévole. Comme la personne qui arrive quand ça fait mal et qui reste jusqu'à ce que ça passe. Marcus a tenu une cuillère la semaine dernière, tout seul. Sa mère est restée dans l'embrasure et a sangloté dans ses mains. Oliver a prononcé sa première phrase complète en rééducation hier. On peut recommencer. 4 mots qui signifiaient plus que n'importe quel discours de mon père. Si vous êtes assis à une table où personne ne vous voit, où vous cuisinez, portez les assiettes et souriez à travers des présentations qui vous effacent. C'est normal de se lever. Pas pour claquer la porte, pas pour crier, juste pour dire « Je suis là, je compte ». Et je ne ferai plus semblant du contraire. Ma mère le savait. Elle a toujours su. Et elle l'a écrit. Chaque nom, chaque date, chaque petite victoire. Pour qu'un jour, même si elle n'était plus là, la preuve reste. Je m'appelle Thea Dixon. J'aide les enfants à marcher. Et j'ai enfin appris à quitter la table où j'étais invisible. Voilà mon histoire. Si elle vous a fait ressentir quelque chose, vraiment ressentir, j'aimerais entendre la vôtre. Laissez un commentaire et racontez-moi le moment où vous avez décidé que vous ne seriez plus invisible. Et si vous n'avez pas encore vécu ce moment, peut-être que c'est aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci. Regardez la description. J'ai mis des liens vers quelques autres qui devraient en vous toucher. Où que vous regardiez, quelle que soit l'heure chez vous, merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la prochaine.